crise, au niveau étymologique, c'est une opportunité pour les Chinois. La crise, vous prenez l'idéogramme de crise chez les Chinois, ça veut dire opportunité. Et l'opportunité d'un progrès. Quand on regarde le processus d'évolution de la Terre depuis son origine, donc on va aller sur les fondements de la science, à la limite la théorie du Big Bang, qui est grosso modo admise de manière assez unanime, le processus qui va du Big Bang, donc d'une explosion, une première crise, c'est intéressant, boum, un Big Bang, d'une explosion, jusqu'à l'homme ici et maintenant, tout ce processus évolutif, il ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Hein. C'est un processus qui est marqué que par des crises. Alors, soit des crises continues, si on reste sur la théorie de Darwin, des crises d'adaptation, vous voyez ce que je veux dire, soit des crises évolutives, des sauts évolutifs, comme l'asphyxie des océans, enfin la perte d'oxygène des océans qui vont contraindre les amphibiens à sortir et à trouver une respiration pulmonaire. Vous prenez un petit peu après la météorite, là pour le coup la météorite, c'est un fait qui la faute n'a pas de chance, qui tombe, qui éradique les dinosaures, ça libère une niche écologique, les mammifères s'engouffrent là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On comprend au départ la proposition de Romindon, oui, effectivement, il y a un processus d'évolution de la vie, et les scientifiques vont diront que la potentialité de la vie, la potentialité de l'homme c'est un concept qui est extrêmement intéressant, que très peu utilisent, c'est l'involution. L'involution, c'est l'idée que l'arbre est déjà dans la graine. De la même manière que le projet de l'homme était déjà dans cette espèce d'alchimie totalement magique. Tous les critères, quand on regarde, tous les paramètres qui ont fait que la vie existe, c'est un espèce de hasard absolument fou. Et d'ailleurs, les scientifiques matérialistes, pour pouvoir justifier ce hasard, et ils n'aiment pas le hasard, vont vous dire, ben non, c'est un multivers, et en fait, toutes les possibilités existent dans l'infini de toutes les possibilités, et que nous, on a du bol, on est dans le tunnel, dans ce multivers, donc on est dans le verre, où tout était parfaitement équilibré, et on est là au bout de ça. Tout ça pour ne pas intégrer peut-être une force consciente, ou une force de conscience, qui agirait au-delà de notre matérialité. Ça, excusez-moi, je sens que je vais un tout petit peu vite. Si vraiment si je vous perds, vous me dites, mais on n'est même pas au début de la conscience, donc mais on y arrive. Processus évolutif, crise évolutive, jusque-là on peut suivre Aurobindo. D'accord? La proposition, elle tient par rapport à l'histoire qu'on connaît et la science objective qu'on connaît du monde. Elle pose un problème. C'est qu'effectivement, elle implique que une conscience, on va commencer à rentrer un peu dans le sujet du soir, qu'une conscience ou une force de l'invisible interagit aussi bien avec nous dans notre champ privatif, dans notre champ individuel, que dans notre création collective, et que cette force n'interagit pas de manière hasardeuse, mais qu'elle interagit avec une forme d'intentionnalité. Là encore, si on retourne à la science aujourd'hui, ils vont traiter l'évolution en disant il y a une complexité croissante. On va vers des processus de plus en plus complexes. C'est-à-dire que l'évolution fonctionne avec un déploiement de complexité. L'homme étant, grosso modo, l'objet d'évolution le plus complexe, donc la pointe de l'évolution, est sous-entendu l'objet de l'évolution le plus complexe. D'accord ? On peut aussi se dire, et là c'est là où on va tomber dans cette tension spirituelle, mais qui aujourd'hui trouve des validations dans le champ scientifique, on peut aussi se dire que cette force... Oui, excusez-moi, je suis obligé de faire une toute petite parenthèse, mais elle va nous intéresser par rapport à la conscience.
L'intrication, c'est quelque chose qui vous parle ou pas? La notion d'intrication quantique? Aujourd'hui, la science, quantique en particulier, a constaté que, je vous le fais très vite, hein, mais si vous prenez une particule, d'accord, vous la cassez en deux, ça on sait très bien faire, casser des choses on est très fort, et on envoie une particule à droite à 1 milliard de kilomètres, l'autre particule à gauche à 1 milliard de kilomètres, et on stimule, ou en tous les cas on donne une information à la particule de droite. D'accord? Dans l'expérience de Aspect, il utilise le principe de drapeau. D'accord? On met un drapeau sur la particule de droite. Et bien on constate que instantanément, la particule qui est pourtant éloignée à une distance absolument sidérale de l'autre particule va recevoir l'information. Ça, il l'avait déjà prévu dans les équations fondatrices de la physique quantique. On a attendu des dizaines d'années pour le prouver scientifiquement, en faire l'expérience, ce que Aspect a fait dans une expérience, c'est un physicien français. Et ça ne peut pas s'expliquer par une physique à 4 dimensions. On est obligé, pour pouvoir expliquer ce phénomène, d'introduire cette fameuse force, cette fameuse cinquième, alors après on mettra des dimensions après supplémentaires, en tous les cas au moins une 5e dimension, que certains vont aller situer dans l'énergie noire. Notre univers est constitué à 95% de matière qu'on ne connaît pas, et en particulier qu'on va appeler de l'énergie noire, qui va violer les lois de la physique jusqu'à Einstein, puisque Einstein, notre science matérialiste, dit que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et bien là, on a une instantanéité d'information qui oblige à casser le moule de notre façon de penser le réel. Donc vous voyez que même la science nous dit, bah oui, il y a cette force. Il y a une force. Alors, on ne sait pas encore trop comment elle fonctionne, on ne sait pas encore comment l'appeler. Chacun pourra l'appeler comme il veut, surtout si on va sur le terrain spirituel. Mais en tous les cas, cette force, d'un point de vue scientifique, existe. Et elle interagit. Et elle nous met en contact. Et l'autre expérience dont je vous ai parlé un tout petit peu, qui est la capacité de l'observateur d'agir sur le réel. Je ne pensais pas vous le faire tout de suite, mais puisque là, on est parti un peu dans le sens, il se trouve qu'en préparant cette discussion, je suis tombé sur une expérience que je ne connaissais pas, et pourtant Dieu sait que je creuse le sujet depuis pas mal de temps. Est-ce que vous connaissez l'expérience du poussin et du robot? T'as entendu parler du poussin et du robot? C'est génialissime. Ah bah c'est sidérant. Alors je vous le fais rapidement. C'est une thèse. Hein. C'est produit par un médecin breton d'ailleurs, je pense, qui s'appelle Lehoche. C'est une thèse de la fin des années 80, 86. La question du chercheur, c'est comment prouver que notre conscience agit sur le réel. Donc c'est un peu cette notion d'intrication. Si tout est lié, s'il y a un mode d'interaction invisible entre tout, si on est tous liés quelque part, parce que c'est ça en fait, on est tous liés d'une manière ou d'une autre, à travers une dimension, alors effectivement que dans l'infiniment petit, mais on est tous unis. Dès qu'on sort de notre vision particulière, eh ben, on peut aussi avoir une vision de nous sous une forme d'interconnexion. Ça, c'est assez facile, entre humains, entre animaux et tout ça, intuitivement, on peut se dire oui, pourquoi pas. Mais, entre un poussin et un robot, ça, il fallait y penser. Et le protocole expérimental est assez simple. À mon avis, c'est un psychopathe. Mais il est assez simple. Il prend un poussin et on sait que les animaux, au moment de la naissance, vont adopter comme mère la première individu qu'ils vont voir. Donc le poussin, il sort, il pied piou-piou, et si c'est un chien, ben, le chien demeurera sa maman, et ben là, notre psychopathe a dit, ben, il a fabriqué un petit robot, en forme de canette, un petit robot comme ça, là, un cylindre, et ce cylindre robot est doté d'un logiciel, d'un algorithme de déplacement aléatoire. C'est-à-dire qu'il se déplace, mais sans aucune logique.
voyez ce que je veux dire? Il se déplace de manière totalement chaotique. D'accord? Le poussin éclot, voit la canette. Donc déjà que le poussin prenne la canette pour sa maman, c'est déjà intéressant. Mais le poussin prend la canette pour sa maman et pendant quelques heures, piou 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 piou, il suit la canette. Piou 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 piou. Et notre psychopathe, une fois, donc il répète hein, le processus de lien, de création du lien entre notre canette, notre petit robot et le poussin. Et quand il pense que le lien est bien fort, il prend le poussin, il le met dans une cage qui est sur le bord du terrain de déplacement de notre robot qui lui continue à bouger de manière totalement aléatoire. Et notre poussin dans sa cage, piou 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 piou, il appelle sa maman. Vous voyez où je veux en venir? Eh ben ouais. Ils ont constaté, l'expérience a été faite pendant 4 ans, avec plus de 2500 poussins, répétés plus de 600 fois. Et le constat, c'est que le déplacement aléatoire de notre maman robot n'est plus du tout aussi aléatoire. Un facteur de 2,5. La canette va vers le piou-piou. Et ouais, je suis tombé dessus et ça n'arrête pas de m'émerveiller parce que je le sais, moi, puisque c'est quelque part, on touche les démonstrations scientifiques de la proposition d'Aurobindo. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à chaque fois, je suis stupéfait et émerveillé parce qu'effectivement, la science n'arrête pas. Le problème, c'est que cette fameuse thèse qui a été faite, elle est incontestable, incontestée, elle respecte tous les protocoles expérimentaux, d'accord? Eh bien, elle est mise de côté, parce que notre science, là, elle ne s'est pas faite. Là, ils sont là, ils font, ouais, piou-piou, canette, et on va mettre ça rapidement sous le tapis, et puis on verra bien quand on pourra commencer à trouver une explication. L'explication, elle est dans l'intrication, et effectivement la capacité d'amour. Parce que notre piou-piou, c'est un cri d'amour qui pousse, hein. C'est pas « attends, je suis un rat de laboratoire, viens vers moi ». Non, non. L'hypothèse qu'on peut introduire pour peut-être, à mon avis, ça ne change rien à la pertinence et au caractère tout à fait extraordinaire de cette... Mais c'est que, effectivement aussi, peut-être que le laborantin, notre psychopathe de médecin, il a observé, il a créé le robot, il a observé la scène, et il est fort possible que lui aussi, dans son intention, sa force d'intention, il avait très envie que le maman robot aille vers... Donc on ne peut pas déduire que c'est forcément la conscience du piou-piou qui fait bouger le logarithme aléatoire. On peut aussi admettre que c'est peut-être le désir intense du chercheur de voir sa recherche aboutir. Mais l'un comme l'autre, ça prouve effectivement qu'il y a un mode d'interaction, qu'il y a effectivement des lois de la nature, parce que là on est dans les lois de la nature, d'accord? On n'est pas dans les lois technologiques, c'est vraiment une loi de la nature, de l'invisible, et qui permettent peut-être de se dire que le monde dans lequel on vit n'est pas forcément celui auquel on croit, celui dans lequel on a été élevé, on a été éduqué, on a été formaté, on a été conditionné, que peut-être il y aurait une autre façon de regarder notre réalité, et que si on était capable, là je reprends encore en résumant très vite, mais si on était capable d'harmoniser nos consciences dans cette autre vision du réel, et peut-être qu'on tiendrait l'explication du processus de crise évolutive, puisqu'on explique pour le coup comment une crise peut produire du bienfait, et dans ce cas, peut-être que notre Titanic qui est en train de couler n'est peut-être pas forcément un Titanic, et que c'est peut-être pas complètement perdu. Je ferme la parenthèse, mais c'était l'objet de cette troisième réunion, que pour le coup on n'avait pas fait ici, on avait fait dans un bar à Bourbon, parce que je pense que l'ambiance du bistrot était plus propice à parler de fin du monde. Et on revient ici pour
cette conférence que je vais commencer. C'est introduction un peu longue. Sur l'aventure de la conscience. L'aventure de la conscience, est-ce que juste là, si quelqu'un a une critique, un reproche, une intervention, parce que pourquoi j'ai pris du temps pour remettre tout ça un peu en perspective, c'est parce que ce sujet de la conscience, je ne peux pas le traiter avec autant de rigueur. On ne va pas exagérer, mais je ne peux pas l'aborder avec le même cheminement. C'est-à-dire que je ne peux pas l'étayer, et vous comprendrez assez facilement pourquoi, sur un processus scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet qui est tellement... C'est l'image que j'utilisais, que je vous donnais parce que quand j'ai proposé le sujet, ça m'a paru facile, on me sent fastoche la conscience. On va avancer facilement. Puis quand je me suis mis à mon bureau en me disant, tiens, peut-être que je la prépare un peu, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Parce que parler de la conscience, je vais reprendre cette image, mais c'est exactement, je me retrouve dans la situation d'une vague sur l'océan, vous voyez, une belle vague bien formée, avec un petit peu d'écume, et qui décide d'expliquer à ses congénères ce qu'est l'océan. Pas simple. Parce qu'on fait nous-mêmes partie de la conscience, on est nous-mêmes dans le bocal, et il y a forcément un processus universel de conscience, mais en même temps, on est tous, pour le coup, totalement différents. Et notre perception, notre compréhension, notre capacité de création de la conscience est totalement différente. D'accord? L'aventure de la conscience, c'est le titre, je l'emprunte au livre qu'a écrit Sackprem. Sackprem, pour ceux qui connaissent Aurobindo, vous connaissez Sackprem, qui est un livre qu'il a écrit en 1968 et qui s'appelait Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Donc c'est là où j'emprunte le titre. Et qui est, grosso modo, le livre qui a fait connaître un petit peu Aurobindo, beaucoup Auroville, qui a été un peu le déclencheur de cette